Bienvenue et bonjour Bruno Retailleau. Bonjour Sonia Mabrouk. Et merci de votre présence. Vous êtes le président du groupe Les Républicains au Sénat, sénateur de Vendée. Après Rima Hassan, c'est au tour de Mathilde Panot, présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale, d'être convoquée par la justice dans le cadre d'une enquête pour apologie de terrorisme. Vous êtes des adversaires politiques, Bruno Retailleau. Malgré tout, est-ce que vous considérez cette convocation comme une intrusion dans le débat politique et même électorale, ou bien est-il normal qu'elle réponde des propos et des positions de LFI sur le Hamas? L'apologie pour le terrorisme, c'est quelque chose de très très particulier. Il suffit pas de glorifier le terrorisme, il suffit pas de dire tout ça est bien. Le justifier, c'est tomber sous le coup de la loi. Et les violences verbales sont des violences. Imagine-t-on, par exemple, qu'en France, certaines femmes politiques, hommes politiques, n'aient pas voulu qualifier le Bataclan d'acte de terrorisme. C'est ce qui s'est passé avec LFI. Et notamment avec Madame Panot. Donc la justice le dira. Mais ce que je constate, moi, c'est que cette gauche radicale n'en finit pas de dériver. Du wokisme à l'islamisme, mais aussi en passant par l'antisionisme, qui est souvent en réalité un antisémitisme déguisé. On a un vrai problème. Cette gauche radicale épouse en réalité une à une tous les combats anti-républicains. Jean-Luc Mélenchon a vivement dénoncé cette convocation. Il a été accueilli, Bruno Retailleau, avant-hier à Sciences Po Paris pour une conférence. Le leader de la France insoumise qui a établi il y a quelques jours, je le rappelle, une sorte de parallèle dans ses mots entre le président de l'Université de Lille et Eichmann. De quoi Mélenchon est-il le nom, selon vous, aujourd'hui? D'un électoralisme. Il drague honteusement l'électorat, le vote musulman, et au-delà du vote musulman, le vote surtout islamiste. Donc opportunisme électoral pour vous? C'est un opportunisme électoral coupable. Coupable, parce que on voit bien que ça le pousse. Par exemple, je me souviens très bien, en 2019, LFI avait battu le pavé parisien auprès d'organisations qui sont déjà désormais interdites, qui professaient l'islamisme le plus radical. L'islamisme, de toute façon, est toujours radical, comme vous le savez. Mais est-ce que pour autant il faut interdire une conférence à Lille? Est-ce que pour autant il faut que la justice convoque des élus, Mathilde Panot, présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale, est-ce qu'une forme de judiciarisation du débat politique et d'interdiction de la prise de parole, c'est la meilleure manière de combattre? Vous êtes un adversaire politique, je l'ai rappelé, de telles idées. Je suis pour la liberté et je vois la judiciarisation. Alors quelle est la limite? La limite, elle est compliquée à trouver. Et ce que j'observe, c'est que LFI, les élus LFI, sont les premiers à condamner les uns ou les autres. Je me souviens que à l'époque, au moment des émeutes, j'avais indiqué que dans un certain nombre de quartiers, on a vu un problème d'assimilation en réalité. Et on voit bien, désormais, on sait que l'origine étrangère d'un certain nombre d'émeutiers a été prouvée. Eh bien, Madame Panot avait été la première à vouloir me traiter de raciste, etc. Voilà, donc retour à l'envoyeur. Arroseur arrosé. Dans l'actualité, Bruno Retailleau, nous avons appris hier qu'un accord, tout autre sujet, avait été trouvé entre la SNCF et les cheminots sur des pré-retraites, des retraites anticipées. Ce sont des accords de fin de carrière. Vous avez d'ailleurs fustigé sur les réseaux sociaux des concessions. Et côté transport aérien, les aiguilleurs du ciel vont faire grève, donc demain, et aussi à l'Ascension. Est-ce que la SNCF et l'État sont en train d'acheter la paix sociale avant les Jeux Olympiques? Mais bien sûr, il faut que les Français le sachent. C'est une capitulation. Capitulation. Bien sûr, c'est une capitulation. Les mots sont forts pour un accord... Non, le chantage a payé. Ah, c'est un chantage. Le chantage à la grève a payé, voilà. Le chantage a payé, mais la gréviculture a gagné. Et en réalité, on a le contournement de la réforme des retraites, qui a à peu près 1 an seulement, sur des fonds publics. D'ailleurs, le secrétaire fédéral de Sudrail l'a dit dans une déclaration. Il a dit, c'est une compensation en partie pour les effets négatifs néfastes de la réforme des retraites. C'est tout ce qu'il ne faut pas faire. C'est tout ce dont on souffre. La France, il n'y a pas cette quantité de travail. C'est pour ça qu'on n'est pas prospère. C'est pour ça qu'on a voulu payer avec des chèques à crédit, d'ailleurs, l'augmentation du pouvoir d'achat. Et c'est ce que l'on fait à la SNCF. On a trop de déficits. Mais en 2022, c'est près de 20 milliards de subventions à la SNCF. Et là, la SNCF achète la paix sociale sur le dos du contribuable, sur le dos aussi des usagers. Ce matin, notre Vincent Trémollet de Villers dans Le Figaro, et puis sur Europe 1, a affirmé que quand on menace l'État, on casque. C'est nous qui payons l'addition? Mais bien sûr, c'est nous de deux façons. C'est nous à travers nos impôts, puisque, je le rappelle, la SNCF est financée avec des milliards d'euros. Le régime, d'ailleurs, spécial, le régime propre de retraite nous coûte 3 milliards
d'euros par an, mais on le paye aussi à travers les billets de train. Vous en connaissez beaucoup, des Français modestes, qui peuvent se payer les billets de train sur les grandes lignes, au prix fort. Moi, je ne connais pas beaucoup. Pas beaucoup, évidemment. Mais ça leur prend au nez, vous, au pouvoir. Très concrètement, Bruno Retailleau, avec une telle menace, pendant les jours fériés et avant les Jeux Olympiques, qu'est-ce que vous faites ? Mais moi, au pouvoir, d'abord, j'aurais adopté les lois que nous avons fait passer au Sénat. J'en ai fait passer proposition de loi sur l'interdiction des grèves pendant les vacances ? Pendant les vacances, j'avais fait, moi, passer. Elle a été aussi votée, pas seulement pendant les vacances, mais pendant les heures de pointe au travail. C'est bien que les Français aillent en vacances. C'est quand même aussi très bien qu'ils puissent aller travailler et qu'aux heures de pointe, le matin et l'après-midi, on ait un vrai service minimum. C'est ce que j'aurais fait. Mais surtout, et c'est là le problème, et là je m'adresse au chef du gouvernement, Monsieur Attal. Il y a quelques jours, il fustigeait la SNCF et il enjoignait les salariés, les cheminots, au devoir de travail. Mais est-ce que vous croyez un seul instant, la SNCF, grande entreprise publique, qu'il n'y ait pas eu une information entre M. Farandou, le patron de la SNCF, et le gouvernement? Bien sûr que non. Attends, vous donc il y a la complicité. Qu'ils étaient totalement, pleinement au courant de telle situation. Vous avez dit la même chose sur le déficit dont on va parler. Mais les avez-vous entendus dénoncer cet accord depuis 48 heures? Rien. Silence total. Donc vous dites que par peur, justement, que tout cela ne s'enflamme avant les Jeux Olympiques, l'État a capitulé, pour reprendre votre mot, Bruno Retailleau. C'est une capitulation de l'État avec un très mauvais signal. Le signal que finalement on peut travailler sans rien faire. Voilà, on vous dit, voilà, vous êtes en cessation anticipée d'activité, vous serez payé d'abord à 100% et à 75%, et puis vous alourdissez la charge de l'État. Est-ce qu'on n'a pas suffisamment de déficit public ? Justement, c'est dans ce contexte qu'une échéance est attendue d'ici vendredi. Ce sont les agences de notation Fitch et Moody's qui diront si la note de la France mérite d'être dégradée. Une perspective, évidemment, qui hante le gouvernement. Est-ce que pour vous, il n'y a pas de doute, compte tenu de la situation ? Est-ce que malheureusement, logiquement, je dis malheureusement pour la situation de notre pays, on devrait être dégradé ? La dégradation... ce sera un élément de plus. Je ne sais pas d'ailleurs si ces agences vont dégrader ou non dégrader, mais ça y est, le déclassement de la France, l'appauvrissement de la France, ils sont là. Nous sommes devenus les cancres de l'Europe. Je voudrais vous redire que sur le plan de l'endettement, désormais, seules l'Italie et la Grèce font moins bien que nous. Et encore, la Grèce est en train de se relever spectaculairement d'un point de vue budgétaire. Donc l'Europe est désormais, en Europe, la France est le cancre. Nous sommes le pays le plus mal géré d'Europe et Emmanuel Macron aura été le président de la République le plus dépensier depuis 1958. Voilà où nous en sommes. Vous ne cessez de menacer le gouvernement d'une hypothétique motion de censure de la droite. Alors la question est de savoir très concrètement, Bruno Retailleau, quand vous êtes en train de dire des mots quand même qui sont graves, compte tenu de la situation du pays, est-ce que vous allez, c'est un pistolet à un coup, voter, ou en tous les cas, présenter cette motion de censure de la droite? La motion de censure, je serais tenté de vous dire, c'est comme de crier au loup. En parler le moins possible. Agir. Et le faire dès que possible. Sauf que vous avez beaucoup communiqué sur ça, en menaçant le gouvernement. Et c'est un petit peu retenez-moi ou je fais un malheur. Moi, je pense qu'il faudra la faire. Je suis sénateur, je ne suis pas député, donc je n'ai pas la main sur la motion de censure. C'est l'Assemblée nationale. Mais en tout cas, il y a une chose qui est certaine. On le voit bien lorsque Emmanuel Macron, traitant des déficits, était totalement dans le déni. Il a dit, notre problème, c'est pas que nous ayons des dépenses excessives, mais de moindres recettes. Donc pour lui, le problème, c'est qu'il n'y a pas assez d'impôts. Les recettes de l'État, c'est l'impôt. Le ministre des Comptes publics le réaffirme. Oui, mais justement, mais c'est faux. Écoutez, à 57% de la richesse nationale de dépenses publiques, on est champion toute catégorie. On a un problème de dépenses publiques. Mais la phrase d'Emmanuel Macron ou de son ministre, ça veut dire simplement qu'il y a un plan caché après les européennes, vraisemblablement pour augmenter les recettes, c'est-à-dire les impôts. Et c'est là que vous mettrez votre veto, le jour, à l'heure même, bien sûr, à l'heure même, cette motion de censure serait déposée. J'en ai longuement parlé avec Olivier Marleix et le patron du groupe LR à l'Assemblée nationale, Éric Ciotti. Avec les conséquences que l'on sait. Le jour d'après, c'est une grande interrogation, une grande inconnue, y compris pour vous. Mais ça, c'est la démocratie. Bien. Et je constate que le pays est dans un blocage. Et je pense que dans une démocratie, on ne sort de blocage politique que par le haut, c'est-à-dire par le recours devant le peuple. Il ne faut pas en avoir peur. L'autre sujet dans l'actualité, Bruno Retailleau, ce sont les violences, l'hyperviolence de certains jeunes avec des couvre-feux décidés notamment à Béziers par le maire Robert Ménard, mais aussi annoncés
à Nice par le maire Christian Estrosi. Est-ce que c'est une bonne piste qu'il faudrait même généraliser, selon vous? C'est une bonne piste. Je pense qu'il faut la laisser à la main des maires parce qu'il peut même y avoir dans certaines villes des quartiers, on peut l'exiger, d'autres moins en fonction des violences. Mais laissez-moi vous dire que là aussi, j'ai entendu Gabriel Attal parler d'un sursaut d'autorité. Il n'y aura de sursaut que si le Premier ministre et le Président de la République sortent de laxisme qui entrave en réalité leur établissement d'autorité, le laxisme pénal et le laxisme migratoire. Ce sont les deux, en tout cas pour le laxisme migratoire, c'est un grand non-dit. En début de semaine, Thibault de Montbrial, qui est spécialiste des questions de sécurité, a affirmé que c'était vraiment le grand non-dit du gouvernement. C'est aussi votre avis? Bien sûr, vous savez que c'est le parquet de Paris qui avait indiqué que plus de 70% des jeunes, des mineurs qui étaient mis en cause, qui étaient déférés devant la justice, avaient des origines étrangères, étaient des étrangers. Donc la surreprésentation des étrangers dans les actes de délinquance est désormais statistiquement établie. Donc il faut, et malheureusement, vous savez qu'Emmanuel Macron, avec la complicité du Conseil constitutionnel, a vidé de sa substance le texte qu'au Sénat, à l'Assemblée, nous avions voté. Mais le laxisme pénal est important. Et je pense qu'en France, le problème, il est là. C'est qu'on veut tout faire pour éviter la pression. On parle simplement d'éducatif et jamais de répressif. Les deux Le Premier ministre en a parlé, de répressif. Peut-être que vous jugez ça insuffisant. La question des internats, les sanctions, tout ce qu'il dit même autour de la laïcité, vous pensez que ce ne sont que des mots qui viennent peut-être caresser aussi un peu la droite? Ce que je vais vous dire, c'est que depuis 2017, nous en sommes au 12e texte de politique pénale. Et le code des mineurs a été modifié il y a 3 ans simplement. Je pense qu'il faut réhabiliter la sanction. Et il faut inverser. C'est la raison pour laquelle je parle de révolution pénale. D'accord. De lever l'excuse de minorité? Par exemple. Mais totalement? À partir de 14 ans pour moi. Mais ce que je pense, c'est les courtes peines de prison. Parce qu'il faut une sanction qui soit rapide, qui soit lisible et qui soit certaine. En France, on laisse les mineurs s'installer dans des parcours de délinquance. Eh bien, il faut imiter d'autres pays qui ont réussi, comme les Pays-Bas, qui ont des très courtes peines, avec des sursis, révocables d'ailleurs automatiquement en cas de nouvelle condamnation. C'est une vraie épée de Damoclès. Mais plus vous allez intervenir tôt dans le parcours de délinquance du mineur, plus vous avez de chances justement de le récupérer. Et surtout, avec des courtes peines de prison, vous les coupez de la meute. La meute, voilà. Parce qu'ils réagissent désormais comme dans une meute. Vous avez parlé de la question migratoire, Bruno Retailleau, elle est liée évidemment à la question européenne. Et justement, demain, le président de la République va tenir un discours à la Sorbonne au sujet de l'Europe. Ce discours marque-t-il son entrée et son implication dans la campagne? On sait déjà quel sera son discours. Vous l'avez déjà lu? Vous l'avez déjà? Ça sera dit Sorbonne 2. Il y a eu Sorbonne 1, il y aura Sorbonne 2. Vous lui reconnaissez une cohérence alors? Sur l'Europe, oui, bien sûr. Peut-être même une conviction, alors, si je vous entends. Et même une conviction. Je veux simplement dire 2 choses. Une nation qui ne tient pas ses comptes ne tient pas son rang. On ne peut pas être cancre de l'Europe et faire la leçon aux Français sur l'Europe et aux Européens sur l'Europe. Et ça nous affaiblit. Et deuxième chose, l'Europe d'Emmanuel Macron, c'est l'Europe que dénonçait le général de Gaulle, l'Europe chimère. L'Europe du fédéralisme clandestin. Je voudrais simplement vous rappeler que c'est au nom de ce fédéralisme clandestin qu'aujourd'hui on nous interdit d'expulser nos terroristes, qu'on nous interdit de refouler les migrants. C'est au nom de ce fédéralisme aussi que les députés macronistes au Parlement européen ont voté toutes les mesures de décroissance, notamment sur la politique agricole française. Même si certains vous reprochent une forme d'ambiguïté avec votre présence au sein du PPE et quand même une Europe que vous dénoncez tenue par Madame Ursula von der Leyen. Je veux dire que notre candidat, François-Xavier Bellamy, l'a dénoncé et il a eu un succès puisque Madame von der Leyen se présentait. Il y avait à peu près 800 personnes qui devaient voter. Elle était seule candidate et elle a fait qu'un peu plus de la moitié. Et c'est grâce à François-Xavier Bellamy. Et là, on voit bien qu'elle est en train de rétropédaler, notamment sur cette décroissance et sur l'Europe fédérale. Je vais vous dire, l'Europe fédérale, puisqu'on parle de normes, d'un choc de simplification. L'Europe fédérale, c'est l'Europe des normes. Parce que quand vous avez un ensemble de pays aussi disparates, aussi hétéroclites, il n'y a pas d'autre façon de les tenir par la contrainte, par des normes, parce que cet ensemble, sinon, se déferait. Nous, on pense qu'il faut une Europe. Nous sommes résolument pro-européens, mais nous voulons une Europe qui s'accorde avec la force, la puissance des nations. En tous les cas, le président de la République va s'impliquer pour sa tête de liste Renaissance. Quand les barons LR, semble-t-il, se planquent, je ne parle pas forcément de vous, vous êtes là ce matin, Bruno Retailleau, mais où sont tous les autres qui devraient aider François-Xavier Bellamy? Pourquoi font-ils le service minimum? Par divergence électorale ou parce qu'ils pressentent un crash?
Écoutez, moi je pense qu'il est très soutenu. On a une réunion stratégique toutes les semaines avec un certain nombre de ses barons, comme vous dites. Et je peux vous dire que nous soutenons François-Xavier Bellamy parce qu'il a des convictions, il parle clair, il a un bilan pour lui sur le nucléaire, sur l'agriculture et sur la souveraineté française. Ça ne décolle pas si tout va si bien? On est à 8 tout simplement parce que on est... Avec une incertitude dans les votes. C'est vrai, vous avez raison de le dire. On a le RN, et sur notre droite, et on a sur notre gauche Macron. L'Europe que nous voulons, et que prône François-Xavier Bellamy, c'est la seule Europe possible. L'Europe d'Emmanuel Macron, elle est impossible. Les peuples n'en veulent pas. C'est une Europe fédérale. L'Europe de la schlag, si j'ose dire. Et pour M. Bardella, c'est pas d'Europe du tout. Donc, entre une Europe fédérale, qui est une impasse, et une autre impasse, qui est l'anti-Europe de M. Bardella, eh bien, je pense que ceux qui sont vraiment attachés à l'Europe, mais qui sont aussi patriotes, qui se sentent profondément français, le moyen d'accorder cette Europe... Donc, le vote patriote, c'est vous, c'est la droite? Eh bien, je pense que le moyen d'accorder l'Europe, la vision de l'Europe avec la nation, parce que l'Europe ne trouvera de puissance qu'à travers les nations. C'est la conviction gaulienne que nous portons, que porte aujourd'hui François-Xavier Bellamy. Et vraiment, c'est quelqu'un que j'encourage parce qu'on a beaucoup de chance de l'avoir dans une famille politique. Merci Bruno Retailleau. C'était votre grande interview ce matin. À très bientôt.